Pourquoi je cherche à ressembler aux dominants? Je dois replonger en moi-même. Et Malcolm est parti à la recherche de ce qu'il était, de son histoire. Et il est remonté très loin. Il s'est aperçu qu'il était un enfant, un descendant d'esclaves. Il s'est aperçu qu'il n'avait pas à avoir honte de l'Afrique. Il s'est aperçu qu'il n'avait pas à avoir honte de sa couleur. Il s'est aperçu qu'il n'avait pas à avoir honte des quartiers populaires dans lesquels il vivait. Mais qu'au contraire, il fallait qu'il soit fier de toutes ces dimensions. Et aujourd'hui encore, trop des nôtres ont honte de ce qu'ils sont. Trop des nôtres intériorisent un sentiment d'infériorité. Malcolm nous dit, la seconde étape pour se libérer, c'est de sortir du sentiment d'infériorité. Car toutes les dominations commencent par former les enfants des classes dominantes à un sentiment de supériorité et les enfants des classes dominées à un sentiment d'infériorité. Malcolm, en sortant de cela, a très vite compris qu'il n'y avait pas d'autre chemin. On ne peut pas s'adapter à un système de domination. Et c'est pour cela qu'il a rejeté tout de suite le terme d'intégration. Lorsqu'on nous dit « intégrez-vous », on va vous intégrer, on va vous aider à vous intégrer. Les jeunes issus de l'immigration ne sont pas assez intégrés. On nous dit quoi? On nous dit « prenez une place de dominé et acceptez-la ». Quand Malcolm dit « je refuse l'intégration », il dit « je veux l'égalité ». Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes exactement dans la même situation. On entend encore parler, alors qu'on est aux petits enfants de l'immigration, on entend encore parler « intégrez-vous », c'est votre culture, votre religion qui vous empêche d'avoir la place que vous méritez dans la société, et non pas le système de domination. Cette leçon de Malcolm, qui est de rompre avec le sentiment d'infériorité, d'être fier de ses racines et fier de ce que l'on est, fier de la culture populaire, fier de son quartier, pour pouvoir après remettre en cause le système, cette dimension-là, elle est éternelle. Elle a été valable avant Malcolm dans les systèmes de domination, elle est valable aujourd'hui quand il y a un système de domination, et elle sera valable tant qu'il y aura des systèmes de domination. L'autre leçon de Malcolm, c'est d'aborder de manière très matérialiste, même s'il n'utilise pas le terme, la question des formes de lutte. Vous savez, ce vieux débat qui partage encore ici l'extrême gauche, l'ultra-gauche, etc. Est-ce qu'on est pour la violence? Est-ce qu'on est pour la non-violence, etc. Malcolm dit, arrêtons des débats théoriques là-dessus. Arrêtons les débats théoriques. Il faut qu'on utilise toutes les formes de lutte. Et si en face de nous, le système, lorsqu'on emploie des luttes non violentes, ne nous permet pas d'avancer, nous réprime, eh bien nous passerons à des formes de lutte plus violentes. Il n'y a pas à choisir entre les deux. Il y a juste, nous dit-il, à fonctionner avec cette belle phrase qu'il nous a dit, par tous les moyens nécessaires. Les combats que l'on peut vaincre par la non-violence, eh bien prenons-les. Mais lorsque le système de domination en face nous empêche quoi que ce soit comme gain, eh bien, il faut se poser la question d'autres formes de lutte. Ça rejoint ce que disait Mandela lorsqu'il était en prison. Mandela nous disait, vous savez, ça n'est jamais l'opprimé qui choisit la forme de la lutte. C'est toujours l'oppresseur. Les dominés, ils veulent quoi? Ils veulent l'égalité. Ils la demandent pacifiquement, on ne leur donne pas. Ils passent à autre chose. C'est l'histoire de toute l'Afrique. Les luttes de libération nationale en Afrique ont toutes commencé par des combats pacifiques, des pétitions, des manifestations calmes, etc. Et face à la surdité du dominant, eh bien ils sont passés à des luttes plus violentes et à la lutte armée lorsque, en particulier avec le gouvernement français, qui était un des plus sourds aux aspirations à l'égalité des peuples, eh bien ils sont passés à la lutte armée. Cette seconde leçon de Malcolm X, qui est arrêtons de nous déchirer sur les formes de lutte, on les prend toutes, et on les prend en fonction de l'attitude de celui qui est en face, eh bien elle reste une grande actualité aujourd'hui. Oui, nous aurons encore à manifester pacifiquement, mais oui, nous aurons à occuper des locaux et à les défendre, mais oui, nous aurons à envisager d'autres formes de lutte, tout dépendra du rapport de force et des personnes qui sont en face, et ça c'est une leçon qui reste aujourd'hui éternelle. Ouais. Et lorsque Malcolm nous dit également qu'il ne faut pas attendre des autres notre émancipation, n'attendez pas d'une avant-garde éclairée qu'elle vienne vous libérer, nous dit-il. N'attendons pas de ceux qui ne vivent pas nos problèmes qu'ils puissent les comprendre. N'attendons pas de ceux qui n'ont pas dans leur entourage des drames en termes de crimes racistes ou de crimes sécuritaires, en termes de violences policières. N'attendez pas qu'ils puissent en parler de manière véridique. Ils ne le vivent pas. C'est comme si vous demandiez à un homme de nous dire ce que c'est que l'oppression des femmes. Il peut faire un effort, approcher,
mais il ne pourra jamais, jamais saisir comme une femme ce que c'est que l'oppression des femmes. Et aujourd'hui, on a malheureusement dans notre société des gens qui ne sont pas des quartiers populaires et qui prétendent donner la leçon aux quartiers populaires. On a des gens qui prétendent, des hommes qui prétendent dire aux femmes c'est quoi l'émancipation des femmes. Et on a des personnes non issues de l'immigration qui prétendent mieux savoir que les personnes issues de l'immigration c'est quoi leur vie, c'est quoi leur intérêt. Cette leçon de Malcolm, qui est l'auto-organisation de chacune des catégories dominées, c'est la seule manière de ne pas se faire avoir. Quand quelqu'un d'autre prétend mieux savoir que vous, vous pouvez être garanti, vous avez la garantie que votre problème est dévitalisé, que vos souffrances sont sous-estimées, que les revendications vont être bradées, et qu'en définitive, vous allez être le grand perdant de ce qui se dit en votre nom. Refusez, c'est Malcolm qui nous l'a appris, refusez que d'autres parlent à votre place. Auto-organisons-nous partout. Abordons maintenant la seconde figure, Thomas Sankara, lui aussi assassiné. Thomas Sankara, malheureusement trop peu de gens le savent, et je pense qu'il va falloir qu'on se redonne des espaces où on s'auto-éduque, où entre nous, sans un professeur, simplement entre nous, on se réapproprie cette histoire. Thomas Sankara était un des trois leaders qui avaient été choisis par les peuples pour organiser la conférence tricontinentale. La conférence tricontinentale, c'était le projet de réunir tous les révolutionnaires du monde, de réunir tous ceux qui se battaient pour les libérations nationales, de réunir ceux qui ici se battaient contre le capitalisme, de réunir ceux qui ailleurs se battaient pour construire une autre société, en disant il faut qu'on construise un front mondial. 3 personnes avaient été désignées pour coordonner cette tricontinentale. Thomas Sankara, assassiné. Che Guevara, assassiné. Amilcar Cabral, assassiné. Le système mondial dominant prend le temps d'aller assassiner de cette manière-là, c'est qu'il a vraiment eu peur. C'est dire que l'œuvre de Sankara, elle est extrêmement importante aux côtés des autres. Qu'est-ce que nous apprend Thomas Sankara? Il a été à la tête du Burkina suite à une révolution et se pose la question, qu'est-ce que je construis aujourd'hui? Il aurait pu, comme beaucoup d'autres, élaborer un plan abstrait par au-dessus et le faire descendre. Sankara a pris le chemin exactement inverse. Il a dit, il n'y a pas d'émancipation si les choses ne se construisent pas par en bas. L'originalité de l'expérience du Burkina Faso à l'époque de Sankara, c'est que tout était concentré par le bas. Des comités populaires dans chaque quartier, des comités dans chaque barre d'immeubles, dans chaque village. Et toutes les décisions étaient mises en œuvre par en bas, par ces comités. C'est-à-dire que le paysan devenait dirigeant. L'analphabète devenait le preneur de décision. Cette leçon-là, même dans nos luttes, nous en avons besoin. Trop souvent, nous avons des militants qui prennent des décisions dans des salles de réunion et qui après s'attendent en allant dans le quartier que les gens viennent les suivre. Tant que nous n'aurons pas réussi à organiser nos quartiers pour qu'ils soient des espaces dans lesquels il y a des collectifs qui existent et dans lesquels se prennent des décisions par en bas, eh bien nous n'aurons pas la capacité à transformer ce système. C'est notre grande faiblesse. On a des militants qui souvent sont coupés de ces dimensions-là. Il faut absolument réancrer le militantisme dans les quartiers populaires. Et c'est ce que Sankara nous apprend. La seconde chose que nous apprend Sankara, c'est la question des intellectuels. Nous avons tous, dans les quartiers populaires, des exemples de telles personnes qui s'en est quand même sorties. Moi, je les appelle des rescapés. Eux, ils peuvent dire c'est parce que j'ai bien travaillé à l'école, ils peuvent croire que c'est parce qu'ils sont plus intelligents que d'autres. En réalité, un système laisse toujours passer, y compris pour s'auto-justifier, il a besoin de laisser passer quelques personnes, comme moi, qui deviennent des rescapés. Et Sankara nous dit, il s'adressait aux intellectuels du Burkina en leur disant, vous avez à choisir. Ou bien, vous êtes dans la défense de vos intérêts, et vous allez devoir tenir le discours des classes dominantes. Si vous voulez monter dans la hiérarchie française, eh bien il va falloir tenir le discours des classes dominantes. Et malheureusement, on a aujourd'hui trop de personnes intellectuelles, issues des quartiers, je dis trop, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est trop, même un c'est trop, qui vont être les premiers à cracher sur les quartiers populaires, qui vont être les premiers à dire « Ah là là, l'islam c'est dangereux », qui vont être les premiers à dire « Ah là là, il y a du communautarisme chez les Noirs ». Ça, c'est ceux qui ont choisi la première fois que disait Thomas Sankara. Et Thomas Sankara nous dit une deuxième voie. Vous, Dieu, devez vous suicider en tant que classe pour ne pas oublier votre classe d'origine. Ne choisissez pas la classe de destination, choisissez la classe d'origine
C'est la seule manière d'être cohérent avec votre trajectoire. Eh bien, cette leçon-là, malheureusement, elle n'a pas été entendue. Et nous n'avons pas encore aujourd'hui suffisamment de personnes qui utilisent les armes de l'ennemi pour les mettre au service des classes d'où ils viennent. Cette leçon-là, elle est vraiment essentielle. Et si vous connaissez des intellectuels, il faut leur poser la question au service de qui vous vous mettez, au service de la classe dominante ou au service de la classe d'où tu viens et que tu as tendance à oublier aujourd'hui. Et puis troisième leçon que nous dit Thomas Sankara, c'est que c'est assez simple de se mettre à agir. C'est moins simple d'agir en sachant comment gagner. Et il organisait des universités populaires dans les villages auprès d'analphabètes. Il appelle à la formation et à l'éducation politique. Nous avons un héritage énorme. Il y a des milliers de pages qui ont été écrites mais qui ne sont pas connues. Il y a les travaux de Malcolm X, il y a les travaux de Sankara, il y a les textes de Lumumba. Tout cela, il faut se le réapproprier. C'est des lumières pour aujourd'hui, aujourd'hui où la domination devient aussi arrogante qu'à l'époque coloniale. Parce que nous ne sommes pas dans n'importe quelle phase aujourd'hui. Nous sommes dans une phase dans laquelle les quelques conquêtes qu'on avait prises sont remises en cause parce que les classes dominantes se sentent fortes et elles retournent à l'offensive. Exactement comme elles l'étaient quand elles dominaient la planète avec la colonisation. Eh bien, puisqu'il y a des éléments de contexte qui ressemblent à cette période-là, ça n'est pas un hasard, c'est logique que des choses qui ont été pensées, réfléchies à l'époque de Sankara, de Lumumba, de Malcolm, etc., soient d'une actualité brûlante et soient des armes pour aujourd'hui. Oui, le savoir est une arme, mais le savoir est une arme pas au niveau individuel. L'apprentissage politique, la formation politique, ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème d'organisation. En tant que structure, comment on se structure, comment on crée des collectifs pour nous réapproprier cette histoire. Et là, que l'on soit analphabète ou qu'on soit bac plus 5, c'est d'abord le travail collectif qui va nous permettre de savoir, non pas simplement de lire, mais de savoir en quoi ça me parle pour mon quartier, en quoi ça me parle pour la Tiéké, en quoi ça me parle pour la lutte que je dois mener. Et cette dimension-là, de ne pas seulement mener des actions, mais de se former pour que nos actions soient efficaces, c'est une des dimensions importantes. Sans doute que nous aurons à prendre des initiatives en termes d'organisation. Je termine là-dessus en disant que nous ne sommes pas orphelins. Nous avons un héritage, mais il est méconnu. Il est temps de ne pas laisser d'autres nous bourrer le crâne avec des théories qui les servent, mais de partir de ceux qui ont combattu comme nous dans le passé pour nous réapproprier leur héritage. C'est ça notre arme, c'est notre seule arme. Merci. Non, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui se reconnaissent dans les classes populaires et les classes des quartiers. Il y a de plus en plus de gens qui se reconnaissent dans les espèces de classes moyennes un peu informes. Et ces gens-là, ils font comment pour se mobiliser? En général, ils se mobilisent mal. Comment on fait, quoi? La question qui est posée aux classes moyennes, c'est quel est leur avenir? Est-ce que on peut imaginer que les classes moyennes vont défendre leurs intérêts parce qu'elles auraient des intérêts qui seraient spécifiques? Moi, je ne pense pas. Je pense que les classes moyennes, en réalité, elles vont rester, non seulement elles vont rester moyennes, mais elles vont avoir tendance à être paupérisées, à se déclasser, si leur combat ne rejoint pas celui des classes populaires. En réalité, c'est la classe dominante qui a intérêt à dire à ces classes moyennes. Alors après, bien sûr, il y a des classes moyennes supérieures et des classes moyennes inférieures. Moi, je vais parler de tous ceux qui se croient classe moyenne parce qu'ils sont instits, tous ceux qui se croient classe moyenne parce qu'ils sont éducateurs, etc. En réalité, ces personnes-là, la vraie question qu'il leur est posée, c'est s'ils sont conséquents, s'ils veulent avoir effectivement un sens dans leur existence, eh bien, il faut qu'ils se mettent au service des classes populaires. Parce que la vraie question, c'est pas de préserver mon petit boulot de prof, c'est de savoir dans quel type de société je vais vivre. Est-ce que je vais être l'instrument de la classe dominante pour mater les classes populaires, ou est-ce que je vais mettre le savoir que j'ai pu avoir, la marge de liberté que j'ai pu avoir au service des classes populaires? Il y a un choix. Les classes moyennes doivent choisir entre la classe dominante ou la classe dominée. Il faut qu'ils choisissent. Quand je t'entends dire choisir entre la classe dominante et la classe dominée, il y a une partie de moi qui se demande quelle place tu vois au dialogue, justement, à essayer
de créer des espaces pour que l'espace, enfin voilà, les dominés et les dominants se parlent finalement et se rejoignent en humanité. Est-ce que c'est possible que des dominants et des dominés se parlent? Qui refuse un éventuel dialogue entre dominants et dominés? À quoi servirait un dialogue entre dominants et dominés? Tu vois, il y a plusieurs manières d'aborder la question. En réalité, le dominant ne peut pas se passer du dominé. Et donc lui, il a un intérêt à ne pas dialoguer. Ou il a intérêt, quand il dialogue, à faire semblant de dialoguer pour arriver à ses buts. Le simple fait qu'il est dominant suppose que les dominés restent dominés. Alors que le dominé, lui, n'a pas choisi. Lui, il peut exister sans dominant. Le seul qui a intérêt à casser le système de domination, c'est le dominé. Le dominé n'a le dominant n'a aucun intérêt à casser le système de domination. Et en réalité, moi, j'en veux pas aux dominants. Maintenant, je m'affronterai contre eux. Mais j'en veux à un système de domination qui produit et les dominants et les dominés. Mais attention, tous n'ont pas intérêt à cesser ça. Dans l'histoire de l'humanité, imaginons que les esclaves aient attendu que leur maître soit prêt à dialoguer pour se mettre en révolte. Ben, l'esclavage serait encore là. À un moment donné, les esclaves ont dit « On s'en fout du dialogue, de la discussion. Nous, on ne veut plus être esclaves. » Et si les femmes attendent que les hommes veuillent bien comprendre que l'égalité homme-femme, c'est bien, etc., elles peuvent attendre longtemps. Hein. Il a fallu des mouvements féministes qui tapent sur la table, qui posent des revendications et qui, du coup, aident les hommes à se rendre compte qu'ils participent à de la domination. Et je pense que c'est ça qui empêche le dialogue, parce que le dialogue n'est pas souhaitable en réalité. Parce qu'il est impossible. Parce que certains n'ont pas intérêt à ce dialogue-là. Alors je sais que ça peut venir casser certains de nos rêves bisounours. Hein, on est tous des frères, on est tous, etc. On n'est pas tous des frères tant qu'un système nous empêche d'être des frères. Il faut casser le système qui empêche les hommes d'être des frères et des sœurs. Tant que ce système existera, tant que des gens auront intérêt à ne pas me traiter comme un frère, mais comme un sous-frère, eh bien, on ne pourra pas dialoguer. Il va falloir casser le système qui produit ça. Dans la chanson, on parlait de révolution. Ben oui, il faudra une révolution. Je voulais faire justement une intervention sur ça. On parlait des dominants, des dominés. Et justement, hier, on est passé avec un copain à Saint-Denis, à la fac de Saint-Denis. Il y a des salariés de catégorie C, c'est-à-dire les salariés les plus pauvres de la fac, dont beaucoup sont précaires, sont très divisés, qui sont en grève depuis plus d'un mois pour demander une augmentation de salaire de 100 balles net par mois. Ça leur est refusé. Quand tu parlais aussi de faire des choix dans sa vie, effectivement, je suis vraiment d'accord avec toi. Tu peux faire des choix dans ta vie et tu fais le choix de ne pas être chez les dominés, effectivement, et non, chez les dominants, je veux dire, excuse-moi. Mais la directrice de... J'ai appris ça hier, je ne savais pas, mais la présidente de Saint-Denis, c'est une nana qui écrivait des bouquins sur l'histoire du 1er mai, sur l'histoire de la classe ouvrière, etc. C'est Daniel Tartakovsky, et qui maintenant est devenue la présidente de la fac de Saint-Denis, et c'est elle, maintenant, qui réprime les salariés, les femmes en lutte pour une augmentation de salaire parce que c'est les plus précaires et que maintenant on mange de plus en plus la crise. Quand tu parlais de types de luttes différentes, bah effectivement, sur nos lieux de travail, on a la grève à développer, à faire des réunions de groupes de combat. Je veux dire, c'est ça, differ des tracts, les lieux des squats, les lieux de grève, faire des jonctions entre les différents types de luttes, de précaires, de travailleurs un peu moins précaires, mais c'est fragile tout ça. Je veux dire, c'est des gains obtenus par les luttes depuis des siècles et des siècles. C'est hyper important de le maintenir. Et enfin là, j'y pense parce que j'étais là hier, c'était à Saint-Denis. Moi, je suis de l'autre côté de Paris. Et voilà, là, je vois ce squat-là. Peut-être que s'il y a des gens qui sont de Saint-Denis, pour aller voir les camarades salariés de la fac, leur filer ne serait-ce qu'un encouragement ou un petit billet, parce que ça fait plus d'un mois qu'elles ne sont pas payées, elles sont une vingtaine déjà dans ce cas-là, qu'elles ne se sentent pas seules, bah, c'est déjà important. Voilà.
Pardon, en fait, je trouve que c'est super intéressant ce que vous dites. Il y a plein de trucs dans les dominés dominants. Moi, ça me fait pas mal penser à tout ce qui est la dialectique du maître et de l'esclave, en fait, sans vouloir créer de polémique. Mais je me demande en fait si au bout d'un temps, parce qu'on est dans un système qui se défend, et en réalité ce que vous avez dit sur l'esclavage, c'est vrai, mais plus ou moins. C'est-à-dire que par exemple, des peuples, des différents peuples de Caraïbes, tous n'ont pas pris tous n'ont pas fait de révolution. Certains se sont battus, mais tous n'ont pas fait de révolution. Et une liberté, ça se prend, ça se donne pas. D'une part, et d'autre part, est-ce qu'il faut pas, par des actions comme ça, je parle pas de lutte, mais est-ce qu'il faut pas, à un moment donné, se battre contre certains dominés qui ne voient pas, qui se contentent et qui se complaisent, et qui ne comprennent même pas qu'ils sont dominés. Je pense que c'est important de le faire et par ça, je viens saluer un petit peu tout le monde qui se mobilise ici et enfin voilà. Simplement pas oublier qu'on est aussi esclaves de nous-mêmes en fait. C'est surtout ça l'esclavage, c'est surtout esclaves de nous-mêmes en fait, je pense. Oui, ce que tu soulignes là, hein, c'est qu'un des principaux mécanismes de la domination, quelle qu'elle soit, hein, esclavagiste, colonial, capitaliste, un des principaux mécanismes, c'est de faire intérioriser au dominé la logique du dominant. Donc ce que tu décris chez ces dominés, ben, c'est ceux qui ont repris cette logique-là. Oui, mais bien sûr. Malcolm X a une très belle image. Malcolm X, il dit, si vous regardez à l'époque de l'esclavage, on avait le nègre de maison et le nègre des champs. Le nègre de maison, nous dit-il, il avait mal quand son maître était malade. Son maître qui l'opprimait, il avait tellement intériorisé ça qu'il finissait par avoir mal de celui qui l'opprimait lorsqu'il était malade. Et il dit, ce nègre de maison, il ne faut pas attendre de lui que ça change. Tant qu'il ne s'est pas décrassé la tête, tant qu'il n'a pas décolonisé son esprit, tant qu'il n'a pas enlevé son sentiment d'infériorité, son intériorisation de la logique du maître, il ne peut pas s'émanciper. Et il nous dit, il y avait le nègre des champs. Lui, quand son maître était malade, il faisait la fête. C'était là, il était content. Et donc on voyait bien, il y avait deux esclaves, l'un souffrait quand le maître avait une grippe, et l'autre il faisait la fête en disant pourvu qu'il crève. Et donc effectivement, il faut qu'on, par notre travail, par des espaces comme ça, par le maximum de choses, il faut qu'on augmente le nombre de nègres des champs et qu'on diminue le nombre de nègres de maison. C'est ce que tu dis en termes de lutte contre certains. Allez, allez.